Bonjour, dans cette courte vidéo je vais vous redétailler un petit peu la MG Marvel R et dans sa version Luxury cette fois-ci. Donc on verra par rapport à la précédente vidéo que je vous remettrai en rappel qu'elle a quelques équipements supplémentaires. Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Est-ce qu'ils sont moins bienvenus? On verra ça aussi. Et j'aurai l'occasion de l'avoir amené sur trajet autoroutier. Donc on verra un petit peu ses niveaux de consommation et son confort sur des parcours un petit peu moins urbains. Voilà, donc à tout de suite pour cette présentation. Alors je redonne aussi quelques éléments généraux sur cette voiture. Donc là dans la version Luxury, son prix c'est 46 990 €, donc 10 € en dessous qui permet donc de bénéficier du bonus écologique en France. Sa puissance, c'est aux alentours, alors en chevaux, 288 chevaux et à peu près 300 kW. La batterie fait 65 kWh utile, a priori 70 kWh total. Et l'autonomie est annoncée pour 400 km. Alors, j'ai fait un premier trajet là qui mixait du trajet, on va dire autoroutier, mais sur lesquels on était pas mal limité à 90 km/h. Donc pas mal de 90, un peu de 130. Pour l'instant, les mesures que j'ai pu prendre la faisaient consommer autour de 24 kWh au 100 km. Ce qui m'a paru un petit peu élevé. Et ce qui me fait dire que ce sera voilà, sur des longs trajets, il faudra prévoir des arrêts relativement nombreux. Et pour des performances de recharge qui n'étaient pas extraordinaires, le constructeur donne de 5 à 80% en environ 45 minutes. À l'intérieur, entre la version confort et la version Luxury, donc qu'on va revoir un petit peu aujourd'hui, pas de grands changements, si ce n'est la sellerie. Donc les sièges qui passent cette fois-ci chauffants et ventilés. Alors si j'ai pu tester les sièges et en particulier le côté ventilé, donc qu'on voit ici là au niveau de tous les petits perçages. La première version, la version confort, j'avais trouvé les sièges très confortables. Et j'ai trouvé ces sièges ventilés un peu moins confortables, et en particulier à cause de cette bande ici et des coutures qui vont avec, qui la rendent assez inconfortable, enfin à mon sens, avec ma sensibilité personnelle. Pas très confortable au niveau de l'assise. Tout le reste est nickel, mais l'assise c'est un peu bof bof. Et sur cette version Luxury, la voiture embarque cette fois des caméras 360, donc un système qui lui permet, lorsqu'elle détecte la proximité d'objets ou d'autres véhicules, de vous afficher un environnement, de vous afficher l'environnement proche. Alors c'est pas modélisé en 3D, c'est juste une reconstitution à partir de plusieurs caméras. Il y a celle-là, il y en a une à l'avant et il y en a une à l'arrière. Donc là, lors des manœuvres, vous avez un petit aperçu de la vue 360 telle qu'elle apparaît. Donc on a quand même une modélisation de la voiture vue du dessus, donc c'est un bel effort. Et on a aussi, alors je l'ai vu à basse vitesse et dans les ronds-points en particulier, donc sur l'affichage du haut, une modélisation de l'espace environnant avec les autres véhicules. Alors c'est parfois bizarre, les échelles ne sont pas entièrement respectées. On a l'impression d'être parfois tout petit à côté des véhicules qui vous entourent. Je vais juste me rapprocher des voitures, voir si elles les modélisent ou pas. Donc non, elle se contente de les afficher, ce qui est pas si mal. Vu que là on a une représentation avec les trajectoires de collision éventuellement. Donc bon, voilà, et je le rappelle, compte tenu du gabarit, c'est pas un luxe que d'avoir des aides à la circulation, parce que la visibilité sur l'avant reste très très modeste. Très modeste et les roues sont exposées. Là, je me souviens plus, la première que j'avais essayé, dans quel état étaient les roues, mais là les 4 roues les 4 jantes sont griffées sur cette version de location. Donc là vous le voyez, elle nous donne une indication de la position de la voiture. Je tourne à gauche, elle me donne la vue de gauche de la voiture.
pour éviter d'accrocher des obstacles. Et là, même chose, je retourne à gauche et elle me redonne la vue, la configuration plutôt côté gauche de la voiture. Donc elle positionne la voiture dans son environnement, ce qui est pas mal. Bon, après on voit qu'il y a des bugs et des petits facteurs d'échelle un petit peu bizarres. On a l'impression d'être une maquette à côté des voitures qui nous doublent. Mais voilà, c'est une aide à la conduite. L'inconvénient pendant que ça affiche ça, c'est que ça m'affiche plus la carte. Sachant que la carte reste affichée au centre du tableau de bord. Je refais juste un petit tour à l'intérieur hein, pour vous redétailler la qualité perçue et le parti pris moderne de la voiture. Donc voilà, très propre au niveau des matériaux et ce grand écran au centre fait sensation. De la même manière, les fauteuils sont modernes, confortables, hein, malgré ce que j'ai pu en dire, hein, ça conviendra peut-être à d'autres, et on voit que les fauteuils à l'arrière paraissent également avoir le même traitement, donc seraient également ventilés et chauffants. Concernant les bruits à son bord, l'insonorisation liée au roulement et les bruits de roulement, c'est pas nul, hein. Et ça c'est utopique de penser que dans une voiture électrique est silencieuse. Oui, la motorisation est très silencieuse, même si elle est audible à basse vitesse, sur celle-là en tout cas. Le gros du bruit ici, ça va être les bruits de roulement. Les bruits de roulement que je qualifierais d'équivalent ou peut-être un petit peu meilleur que sur la Tesla Model Y. C'est sur les bruits de vent, c'est sur les bruits aérodynamiques où là on est vraiment moins bon. Alors ça explique peut-être aussi en partie pourquoi elle est moins performante. C'est que je pense que quand on voit la face avant, quand on voit l'engin que c'est cette voiture à faire déplacer dans l'air, on comprend qu'il puisse y avoir un petit impact aérodynamique. Donc là on entend assez fortement quand même au moins les deux rétroviseurs, et il me semble qu'il y a du bruit qui vient aussi de la partie haute du véhicule. On va dire qu'à 130 km/h on a, alors j'avais jamais vu ça sur un autre véhicule, on a le capot dans sa partie à proximité des essuie-glaces qui vibre, enfin, qui bouge, enfin, qui est en mouvement. Donc je pense que c'est lié au fait qu'il y a un léger manque de rigidité à ce niveau-là, qui n'est pas forcément utile, hein. Structurellement il n'y a pas besoin de mettre plus de rigidité. On gagne un peu en poids en enlevant tous les renforts structurels du capot, mais du coup on les voit bouger. Alors ce qui dit le capot qui bouge dit probablement aussi que il y a de l'air qui passe dessus, forcément il y a pas mal d'air qui passe dessus. Et puis peut-être perturbation aérodynamique aussi, qui soit à l'origine, soit consécutif à ça. Je vais profiter qu'on ait un moment un peu calme pour détailler un petit peu le fonctionnement du maintien de cap, si tant est que ça en soit un. Donc moi c'est quelque chose que je trouve un tout petit peu violent, donc je ne peux pas lâcher le volant entièrement, donc je vais me rapprocher de la ligne et vous allez voir comment se comporte le volant. Voilà, ça vous met quand même des gros coups de récupération, donc c'est pas un maintien de cap. On va le refaire un coup. Voilà, il a passé, il a dit la voie de gauche, machin, il a envoyé un drôle de message. On va essayer de le refaire avant que les voitures arrivent. Voilà, il donne des coups de volant pas trop sympathiques. Donc je dirais voilà, c'est pas une assistance à la conduite, c'est un outil de sécurité, c'est que ça vous rattrape les éventuels les éventuels moments de distraction que vous pourriez avoir. Mais voilà, ça n'est en aucune manière un maintien de cap. Et je dirais même que c'est plutôt une version violente. Voilà, c'est pas très très agréable la façon dont il récupère les choses. Même chose lorsque vous mettez votre clignotant pour vous rabattre. Il a tendance à être un tout petit peu brutal dans sa façon de faire. Et quand je dis brutal, c'est que voilà, il vous donne il y a des petits coups de raquette qui sont mis au niveau de la direction. Donc bon, c'est une habitude à prendre aussi, hein. Je pense que voilà, ça
c'est pour vous forger à sa façon de faire, à savoir laisser un peu plus de distance encore avant de vous rabattre lorsque vous dépassez sur autoroute. Ah! J'ai enfin senti le concept des 2 vitesses. Parce qu'effectivement, cette MG Marvel a une transmission à 2 vitesses. Et jusqu'ici, je ne l'ai jamais senti changer de vitesse. Parce que voilà, conduite très très souple. Et là, sur cette petite phase d'accélération, j'ai pu sentir à un moment donné un petit ralentissement avant que ça reprenne. Donc il y a bien, voilà, il y a un léger ressenti, mais c'est à peine perceptible. Quant au 0 à 100, là, il n'a pas pu être franc vu que j'étais lancé, que j'étais un peu en travers. Bon, on n'aura pas un 0 à 100 tout à fait franc. On n'est pas collé au siège, mais ça reste très, très agréable, très confortable. Voilà mes impressions générales sur cette voiture. J'ai un peu insisté sur les éléments pour lesquels j'ai un avis mitigé, mais c'est globalement une bonne auto. C'est une bonne auto pour rouler. Elle est confortable, elle est sécurisante. Je pense qu'à 5, à 4, vous avez largement de la place pour être installé voilà, confortablement et partir sur des grands parcours. Tout à l'heure, j'émettais quelques réserves sur les trajets autoroutiers, en particulier sur la consommation qui me paraissait élevée lors de trajets autoroutiers. Alors là, on refera un bilan. J'avais assez peu de kilomètres à faire, hein. J'avais une centaine de kilomètres à faire globalement entre Toulon et Aix-en-Provence. Je suis parti à 85%, là j'en suis à 58%. Et on ne peut pas dire que ce sont les 2 accélérations fabuleuses que j'ai faites tout à l'heure qui m'ont fait consommer. Je roule à la vitesse, donc globalement 130 km/h. Et il m'a fallu un peu de temps avant d'atteindre l'autoroute. Donc ça veut dire que j'ai quand même bien fait une quinzaine de kilomètres à moins de 130 km/h. Largement 15 km à moins de 130. Bon, donc on peut voyager, on le regardera tout à l'heure. On regardera et on fera un calcul pour voir à quoi on peut s'attendre sur l'autonomie avec un plein complet, avec une batterie pleinement chargée. On sera certainement autour des 200, allez, moi je parierais sur moins de 250 km, autour de 250 km. Ce qui en soi est peut-être suffisant pour envisager des voyages à distance modérée et peut-être un petit peu plus juste si on veut faire des voyages plus longs et en tout cas avec moins d'étapes. Alors là, assez curieusement, enfin pas curieusement, hein, on a senti que c'était une propulsion. Parce qu'indépendamment de l'accélération qui au début était assez modeste, on a entendu un petit peu les pneus travailler sur la partie ciment. Alors je pense qu'effectivement peut-être que l'adhérence à cet endroit-là est un peu moins bonne. Donc le 0 à 100, on va regarder en combien on l'a fait. C'était pas déshonorant. Alors le changement de vitesse, tout à l'heure j'en parlais. Et bien justement pas de chance, il a lieu un tout petit peu avant d'atteindre les 100 km/h. Donc on sent ce petit à-coup autour de 94-95 km/h. Bon, c'est pas gênant, hein. En vérité c'est juste pour les amoureux des chiffres. On est loin d'être sur une voiture de course. C'est ni son ambition ni sa fonction. Le régulateur adaptatif fonctionne bien. Son fonctionnement c'est basé sur un commodo supplémentaire. Donc vous avez un commodo qui tombe sous la main gauche. Il fonctionne de façon très simple. Vous avez un bouton qui permet de setter la vitesse. Vers le haut, ça augmente de 5. Vers le bas, ça diminue de 5. Et ensuite, si vous manipulez le levier en rotation, vous augmentez la distance avec le véhicule qui vous précède. Pas grand chose à dire sur la régulation, ça fonctionne bien. Et éventuellement on note que de temps en temps la consigne est un tout petit peu dépassée de 1 km/h, mais c'est ponctuel et généralement c'est vite récupéré. Donc le véhicule fonctionne, donc c'est un régulateur adaptatif avec maintien de la distance. Donc là j'arrive sur un camion qui roule normalement moins vite que moi.
et donc la voiture va freiner suffisamment pour que ça reste confortable pour moi. Donc là j'étais resté réglé sur 1. Donc voilà, elle se rapproche pas plus du camion. Cette illustration de la navigation, je la trouve super sympa. On voit super bien la topologie des lieux et sur quelle ligne se positionner. Pour moi, c'est un vrai plus de cette navigation. Si on veut faire un bilan des consommations, il y a eu donc 2 trajets autoroutiers. Le premier faisait à peu près 125 km, le second faisait une centaine de kilomètres. Le premier avait le nombre de kilomètres parcourus à 90 était plus élevé. Et curieusement, c'est aussi celui où la consommation a été la plus élevée. J'étais à peu près à 24 kWh au 100 km sur ce premier parcours. Le second trajet était beaucoup plus autoroutier, beaucoup plus de tronçons à 130 km/h. Et curieusement, et là j'explique pas le phénomène, à part peut-être soit la magie, soit une faute de calcul, j'étais plutôt dans les 22 kWh au 100 km. Donc peut-être que le premier a été handicapé par un vent que j'ai pas forcément ressenti ou par un phénomène extérieur qui a fait surconsommer. En tout cas voilà, l'ordre de grandeur c'est à peu près ça, ce sera autour de 22 kWh sur des trajets autoroutiers. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Compte tenu du gabarit de la voiture, c'est pas, du coup 22 me semble pas délirant, là où 24 me paraissait très important compte tenu de la typologie de route. Voilà, donc si vous avez ce type de véhicule, si vous avez parcouru d'assez longues distances permettant donc de faire une belle moyenne, bah, n'hésitez pas à le partager parce que voilà, ça pourra aider les éventuels intéressés. Si on voulait comparer cette voiture à un modèle Tesla qui reste un modèle leader quand même dans le segment des SUV compacts, je pense qu'on pourrait la comparer raisonnablement donc à la version propulsion qui pour le coup elle devrait se montrer beaucoup plus sobre sur autoroute et donc devrait pouvoir parcourir une plus grande distance. Donc à tous les niveaux, voilà, ce serait le modèle auquel on aurait tendance à la comparer. Dans cette version Luxury, on peut considérer que sur le niveau d'équipement intérieur, la MG sera supérieure à la Tesla. Voilà, elle a effectivement confortable ou non, elle a les sièges ventilés et chauffants, ce que n'a pas la Tesla, ils sont seulement chauffants. Là où ça va pêcher, j'en suis certain, c'est sur toutes les aides à la conduite. Là, on est vraiment un ton très très en dessous de ce qu'offre l'autopilote de chez Tesla. Et en ça, à mon sens, la Tesla reste bien supérieure à cette MG Marvel que j'ai pu essayer aujourd'hui. Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas, propriétaire, essayeur, loueur, enfin locataire de cette voiture, bah, commentez, faites votre retour d'expérience dans les commentaires, ce sera les bienvenus. Si le contenu vous a plu, bah, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce. Et puis bah, il y aura peut-être d'autres essais de ce type là où on poursuivra les expériences prochainement par d'autres trajets avec notre Tesla grande autonomie. Donc on vous fera aussi ces retours d'expérience et ces comparaisons. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Ce sera un presque 0 à 100. Un tout presque 0 à 100. 0 à 88 avec une petite chute de la caméra. On essaiera de le faire un peu mieux tout à l'heure.